Mesdames, Messieurs, vos titres en fonction, chers collègues, Mesdames, Messieurs, cher Louis Fensterbank. La question des plus petites formes de la nature a passionné les êtres humains depuis longtemps. Et dans les textes bibliques, on trouve déjà, selon certaines traductions, les molécules. Ainsi, au chapitre 8 du livre des Proverbes, où apparaît la figure d'une sagesse personnifiée qui existait même avant la création du monde, cette sagesse dit « Quand les abîmes n'étaient pas, étaient enfantés, qu'on n'était pas les sources profondes des eaux, alors qu'il, donc le Dieu créateur, n'avait pas encore fait la terre et les espaces, ni l'ensemble des molécules du monde. » Bon, évidemment, l'expression traduite ici par « molécules » signifie littéralement les premières poussières, mais la traduction est donc discutable, mais non l'intérêt pour les plus petites formes de la nature. La nouvelle chaire pérenne en chimie que nous allons inaugurer ce soir est intitulée « Activation en chimie moléculaire ». La synthèse chimique permet à partir des ressources naturelles de créer des molécules organiques non naturelles et de grande valeur, par leur présence dans de nombreux produits tels que les parfums, les cosmétiques, les matériaux de haute technologie, les textiles, les produits nutritifs, les pesticides et surtout les médicaments. Ces molécules ont contribué d'une manière importante à l'amélioration de nos conditions de vie. Le développement de nouveaux édifices moléculaires fonctionnels est également essentiel à de nombreuses approches transdisciplinaires, comme la physique avec les matériaux, les sciences du vivant avec les sciences moléculaires, les médicaments ou encore, dans le domaine du patrimoine, l'étude du vieillissement, des pigments, des peintures. Après plus d'un siècle d'innovation et de développement industriel, les considérations actuelles de transition énergétique et de durabilité des ressources réorientent les recherches dans le domaine de la synthèse moléculaire, et notamment dans celui des processus d'activation, afin d'assurer la production des molécules aux propriétés optimisées pour une population mondiale en augmentation et dans le respect de l'environnement. Le but est donc de proposer de nouveaux protocoles de synthèse, de nouveaux substrats reposant sur des mécanismes fiables pour que d'autres laboratoires académiques ou industriels puissent les utiliser pour diverses applications, chimie médicale, sciences des matériaux et de suite. Donc, la nouvelle chaire Activation en chimie moléculaire du Collège de France se fera l'écho des avancées dans le domaine de l'activation moléculaire qui font l'objet d'intenses recherches par le monde et de leurs applications pour la production moléculaire durable. Permettez-moi de vous présenter le titulaire de cette chaire, le professeur Louis Fensterbank. Ingénieur de l'École supérieure de chimie industrielle de Lyon en 1990, Louis Fensterbank a obtenu un PhD de l'Université de Stony Brook, dans l'État de New York, sur la chimie de silanol en 1993. Suite à un postdoctorat à l'Université Pierre et Marie Curie, il est recruté chargé de recherche au CNRS. En 2004, il est nommé professeur à Sorbonne Université. Il a été directeur du Master de chimie de Paris-Centre et de l'Institut parisien de chimie moléculaire en 2017 à 2022. Il a été enseigné à beaucoup d'endroits. Je cite seulement en 2009 Visiting Scientist à l'Australian National University à Canberra et en 2017 professeur invité à l'Osaka Prefecture University. Il a reçu plusieurs prix, dont la médaille d'argent du CNRS en 2017. Il est également Fellow de la Royal Society of Chemistry, membre senior de l'Institut universitaire de France et membre de l'Academia Europea 2023. Les recherches de Louis Fensterbank, il vous expliquera mieux que moi, portent sur la découverte de nouvelles transformations moléculaires impliquant des processus radicalaires ou organométalliques, ainsi que leur combinaison par photocatalyse. Il développe de nouveaux dérivés organocellulaires et s'intéresse à la conception de nouveaux ligands de surface pour la préparation optimisée de nanoparticules métalliques. Cher Louis Fensterbank, nous sommes très heureux que vous ayez pu rejoindre le Collège de France. Nous vous souhaitons la bienvenue ici et nous sommes impatients d'écouter maintenant votre première leçon ici au Collège de France. Merci, monsieur l'administrateur, pour votre présentation et aussi pour cette présentation de la chimie. J'espère que la mienne sera aussi claire que la vôtre. Chers et chers collègues, chers amis, chères familles, mesdames et messieurs,
C'est évidemment avec beaucoup d'émotion que j'aborde cette leçon inaugurale. Et si je suis là devant vous ce soir, dans cet amphithéâtre impressionnant, c'est que beaucoup de personnes ont œuvré pour cela, à différents stades de mon parcours. Je voudrais tout d'abord remercier l'Assemblée des professeurs du Collège de France pour avoir décidé de mettre en place cette nouvelle chaire de chimie et puis de m'en avoir élu comme titulaire. Je suis extrêmement reconnaissant envers mes collègues chimistes qui ont porté le projet de cette chaire, Clément Sanchez, Jean-Marie Tarascon et plus particulièrement Marc Fontcave. Je les remercie d'avoir reconnu l'importance de ma discipline, la chimie moléculaire. C'est donc un grand honneur qui m'a été fait, dont je tire un plaisir évident, mais c'est également une grande mission de transmission, d'animation, dans laquelle je me lance avec enthousiasme, que ce soit pour les enseignements, l'organisation de séminaires et aussi les travaux de recherche dans mon futur laboratoire à quelques mètres d'ici. Dans ces années marquées par les défis pressants de la transition énergétique et environnementale, la chimie se révèle en effet comme la science au centre de tous les développements souhaitables. Aujourd'hui, cette leçon ne couvrira pas tous les aspects de ce rôle essentiel de la chimie. Il s'agit d'un sujet passionnant, mais trop vaste, avec beaucoup d'interactions avec les autres sciences. Je vais donc me concentrer sur l'objet moléculaire, et notamment les molécules organiques, qui correspondent à une échelle de la matière bien définie, qui a d'ailleurs connu un riche passé au Collège de France et qui, vous allez le voir, a été essentiel au progrès de l'humanité. Je vous propose donc un voyage dans le monde moléculaire, voyage dans le temps et autour du globe, thématique et transversale dans lequel j'aborderai plus particulièrement l'art de la synthèse, son pourquoi, son comment et son évolution. Mais quand on évoque le terme molécule, de quoi parle-t-on? Il semblerait que ce terme soit apparu au XVIIe siècle dans les écrits de Pierre Gassendi, qui était alors professeur au Collège Royal, l'ancêtre du Collège de France, et donc qui avait sorti ce terme molécula dans le sens de petite masse. Et Pierre Gassendi avait eu cette formidable intuition de corpuscules stables qui se situe à un niveau intermédiaire de la matière entre l'atome insécable des Grecs et le corps tangible. Ce terme est rentré évidemment dans le langage commun et on peut en trouver une définition dans le Larousse. Particules formées d'atomes et qui représentent pour un corps pur qui en est constitué la plus petite quantité de matière pouvant exister à l'état libre. Le chimiste, lui, y voit une notion importante à ajouter, qui est la notion de liaison chimique. Et donc, il donnera l'idée d'une définition basée sur un réseau d'atomes connectés entre eux par des liaisons chimiques, généralement à 2 électrons, dites covalentes. Et une formule va obéir à une formule chimique qui va indiquer quels éléments la constituent et dans quelles proportions. Alors, ces éléments, on les retrouve évidemment dans le tableau périodique. Il y en a 118, la plupart sont naturels. La physique nucléaire en a rajouté un certain nombre. On voit ici de belles couleurs qui évoquent une palette. Ce sont en fait des familles d'éléments distincts qui sont annonciatrices de réactivité. Et quand on est chimiste, comme Primo Levi l'avait été, eh bien, en fait, on reste toujours fortement imprégné par cette palette. Et dans son ouvrage, le système périodique, Primo Levi va décliner 21 moments de sa vie. Et les titres de ces chapitres sont le nombre d'éléments chimiques. Mais c'est produit assez rapidement, et il a fallu la définir, la notion d'écriture des molécules. Et comme vous le voyez, c'est une quête qui ne date pas d'hier, et ces deux chimistes anciens semblent avoir beaucoup de mal à s'entendre sur l'écriture de la molécule de saleté. Alors ce soir, ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus vite, parce qu'on a un certain nombre de choses à voir, et donc je vous propose quelques rappels, et on va prendre un exemple concret et souvent apprécié, qui est la molécule d'éthanol. Sa formule brute, C2H6O, ne nous dit pas grand-chose sur sa structure, mais par contre, on a cette formule semi-développée qui en dit déjà plus sur le squelette carboné. Et puis évidemment, la formule développée, un petit peu fastidieuse à écrire. Et donc, on va lui préférer cette formule topologique ici, où on a omis les hydrogènes. Ici, sur ce segment, vous avez, qui relie donc qui est une liaison carbone-carbone, vous avez 2 électrons. Alors, si on revient sur la formule brute, en fait, vous voyez que chaque carbone est entouré de 4 de ces segments. On a donc 8 électrons. Alors pourquoi 8 électrons? Parce que si on part de la configuration électronique du carbone, Z égale 6, dans sa dernière couche de valence, on n'a que 4 électrons. Et donc, il va vouloir, en fait, arriver à l'octet, le gaz rare ici, qui correspond au néon, qui correspond à un état de stabilisation maximale énergétique. Donc, on va rajouter 4 électrons pour arriver à ces couches pleines, d'où la règle de l'octet. Il y a plusieurs façons de le faire. La première est de se rajouter 4 voisins, ici en bleu, donc votre atome de carbone, 4 voisins. On fait des liaisons sigma par recouvrement axial, et donc on a nos 8 électrons ici. Dans ce cas-là, la géométrie va être tétraédrique pour minimiser les répulsions électroniques, et le carbone sera dit sp3. Mais on peut aussi n'avoir que 3 voisins, comme dans l'éthylène ici,
Mais comme il nous faut toujours 8 électrons, on va rajouter une seconde liaison ici, qui est une liaison pi. Et cette liaison pi, en fait, elle résulte dans un recouvrement latéral des orbitales 2p. Et ce noyau pi, on va en parler un petit peu, ces 2 électrons pi vont être source de réactivité. Et donc votre éthylène aura, lui, une liaison sigma et pi. Aussi une forme que vous allez retrouver beaucoup ce soir, ce sont en fait ces cycles benzéniques, comme le benzène ici, qui a 6 carbones sp2, où les électrons sont totalement délocalisés sur le cycle, donc on a 6 électrons totalement délocalisés, et c'est une source de stabilisation. Et c'est vrai également si vous avez la substitution ici, dans ce cas-là on parlera de noyau aromatique ou noyau aryl. Et puis enfin, on va parler aussi de l'acétylène, et donc dans ce cas-là on n'a que 2 voisins, et vous aurez une triple liaison qui sera composée d'une liaison sigma et de 2 liaisons pi. Et le carbone sera dit sp. Revenons un tout petit peu à l'histoire de la chimie. En 1789 paraît un ouvrage important qui est le traité élémentaire de chimie par Lavoisier. Lavoisier a fait une somme énorme de travaux expérimentaux en collaboration avec son épouse Marie-Anne Pierrette Pauls et réellement annonce dans cet ouvrage la révolution de la chimie moderne, celle de la transformation chimique. C'est notamment là qu'il énonce la loi de la conservation de la masse, que la postérité va retenir sous une formule lapidaire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais qui est aussi facile à retenir. Le début du XIXe siècle, donc juste après Lavoisier, va voir d'abord initialement l'isolement de molécules complexes par les pharmaciens Caventou et Pelletier, les alcaloïdes. Chevreul, lui, va s'intéresser aux acides gras, et Liebig et Dumas, eux, vont mettre au point les premiers dispositifs d'analyse chimique. Mais toujours pas de synthèse réellement à proprement parler de molécules organiques. C'est en fait en 1828, avec la synthèse de l'urée par Wöhler, par simple chauffage de ce cyanate d'ammonium, que Wöhler va obtenir l'urée. Une étape très importante, puisqu'il va obtenir une molécule organique, a priori issue du vivant, à partir de réactifs inorganiques, issus, eux, du monde non-vivant minéral. Et donc, cette synthèse d'une molécule organique met une atteinte, et c'est le premier acte, à l'idée de force vitale qui considérait que toute molécule organique devait résulter de l'action d'un organisme vivant. Et c'est ce qu'il explique très bien quand il écrit à son mentor, Berzelius, « Je peux faire l'urée sans avoir besoin d'un rein, ou somme toute d'un animal, qu'il soit homme ou chien ». Mais quel que soit l'impact de cette première découverte, il semblerait quand même que c'est la deuxième, celle de Kolbe, qui va avoir l'atteinte la plus forte, car lui aussi va faire une molécule du vivant, l'acide acétique, mais en partant du carbone élémentaire et du soufre. Synthèse longue, certainement pas industrialisable, mais qui correspond au premier exemple de formation de liaison carbone-carbone. Et on peut considérer que le troisième acte, c'est réellement Marcellin Berthelot qui va en être l'acteur et qui va généraliser le concept de synthèse. La synthèse ne va pas être simplement une reproduction de l'existant, mais aussi l'occasion d'explorer un espace chimique. Donc il va d'abord faire des molécules connues, comme l'éthanol, et une molécule issue du vivant, par simple hydratation en milieu acide de l'éthylène, mais aussi des molécules non naturelles, comme l'acétylène ici, en faisant réagir du carbone élémentaire et du dihydrogène dans un arc électrique, dans cet œuf électrique sanctuarisé sous le nom d'œuf de Berthelot. Une manip particulièrement dangereuse quand vous y pensez, sachant que l'acétylène et l'hydrogène sont très explosifs. Et puis il ira même jusqu'à faire le benzène sous une cloche à 550 degrés, 600 degrés, par cyclotrimérisation 2+2+2 de l'acétylène. Dans son ouvrage Chimie organique fondée sur la synthèse, Berthelot donc décrit toutes ces expériences. Et dans le tome 2, on trouve cette phrase qui sera souvent citée, la chimie crée son objet, cette faculté créatrice semblable à celle de l'art lui-même, la distingue essentiellement des sciences naturelles et historiques. Alors cette association de la création en chimie et de la création artistique va être reprise fréquemment au cours des siècles, ici par Jean-Marie Laine, prix Nobel de chimie en 1987, ancien professeur du Collège de France. Lui, soit dans un registre musical, la partition de la chimie n'est pas seulement à jouer, mais à composer, ou ici par Ilan Marek, qui va faire un parallèle entre l'architecte et le chimiste, qui tous les deux veulent mettre de l'élégance dans leur construction. Hammond, lui, va dire que le moteur de la création chimie doit être la recherche et la production de propriétés. Ce qui est très clair, c'est que dès la deuxième moitié du XIXe siècle, l'industrie chimique va vraiment naître, basée sur la synthèse, avec des grands groupes industriels qui sont toujours existants. Aujourd'hui, en France, l'industrie chimique se situe au deuxième rang européen,
deuxième ou première exportatrice selon les années, et plus de 250 startups qui témoignent d'une grande créativité, notamment chez les jeunes générations. Alors voici quelques molécules issues de l'industrie, et vous allez voir, leurs domaines d'activité sont très variables. Vous allez avoir la vanilline qui est un arôme, l'édione qui apporte une note de jasmin, cet antioxydant, le BHT, l'indigo qui va être le colorant de nos blue jeans, l'amoxicilline, cet antibiotique très médiatique, le paracétamol, que j'espère que vous n'aurez pas besoin de prendre ce soir après cette leçon, et puis l'éthinyl estradiol, qui est la première pilule contraceptive. Le Taxotere, ici, qui est fabriqué juste à quelques kilomètres d'ici par Sanofi, donc de façon quantitative, bien sûr, et qui résulte d'une formidable épopée entre les chimistes du CNRS de GIF, ceux de l'Université de Grenoble et de Rhône-Poulenc. Et puis également des molécules qu'on pourrait considérer presque plus discrètes, mais très importantes, des molécules de l'ombre qui peuvent avoir des impacts sociétaux importants. Comparez ces deux acides carboxyliques, celui-ci va être une phéromone, le phéromone du frelon asiatique, et donc permet de contrôler sa population. Et cet acide subérique est en fait un additif des bitumes qui permet de les rendre plus résistants mécaniquement, bitume de toit, je devrais dire, et également plus facile à poser en termes de température. Et donc ça résulte d'une collaboration entre le laboratoire de Laurent Bouteiller à l'Institut parisien de chimie moléculaire et la société Tonal Énergie. Et puis cette molécule extrêmement volumineuse a eu un rôle aussi extrêmement important. Sans elle, pas de vaccin à ARN messager contre la Covid, puisque en fait c'était un des lipides qui permet de stabiliser l'ARN messager et donc d'avoir ce vaccin. Et puis on peut faire des molécules évidemment non industrielles, mais basées sur tout simplement la fantaisie. Et c'est en année olympique, pourquoi pas, il était bon de montrer cette olympiadade, qui est une molécule, comme vous voyez, qui a ces 5 citres entrelacés, des motifs de type caténane, et qui est en partie fondée sur les travaux de Jean-Pierre Sauvage à Strasbourg et qui est issu des travaux de Fraser Stoddart. Donc la diversité est de mise. Et globalement, maintenant, on va parler un petit peu, finalement, comment fait-on cette synthèse. Alors tout d'abord, on a besoin de matière pour commencer. Et la première matière qu'il nous faut vient principalement de la croûte terrestre et de l'atmosphère. Et en ce qui concerne la chimie organique, on a besoin de carbone. Et la première source va être la pétrochimie, ce qui représente 10 à 15% du pétrole consommé. Et puis, la biomasse est également une source de carbone. Elle représente environ 10% des matières premières pour faire la chimie, qu'elles soient ligno-cellulosiques ou oléagineuses. Et puis, évidemment, une source de carbone extrêmement désirable et importante, et potentiellement, c'est le CO2, ce gaz à effet de serre. On voit ici des travaux, beaucoup de laboratoires sont engagés dans le monde et en France sur cette thématique de valoriser le CO2. On voit ici, je pensais par exemple au laboratoire de Marc Robert aussi, mais ici on voit les labos, par exemple, un travail du laboratoire de Marc Fontcave, ici au Collège de France, qui, en utilisant l'énergie solaire, et un procédé photovoltaïque et un couplage électrochimique, peut sélectivement former l'éthylène, qui est une brique importante dans la synthèse chimique. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus dans l'intimité de la synthèse. Il va falloir connecter ces briques. Et comment faire cela ? En fait, on va établir des liaisons chimiques entre les briques. Donc voici une. En voici une autre, et on va jouer sur des gradients de densité électronique, c'est-à-dire qu'en fait, on a un carbone ici qui va être riche en électrons, qui va se doubler et qui va vouloir établir une liaison covalente que l'on voit ici. Donc on reconnaît les deux fragments initiaux, puis une zone de jonction où on a formé la liaison. Et donc, comme elle a dit Clément Sanchez, jouer au Lego de la matière est extrêmement amusant, et c'est vrai, surtout si vous arrivez à trouver les bonnes conditions pour faire vos molécules. Et quand on se concentre sur la liaison carbone-carbone, souvent ça veut dire faire sortir le carbone de sa zone de confort, et notamment donc de l'octet des fameux 8 électrons. Et donc engendrer des intermédiaires réactionnels type carbène à 6 électrons, carbocation à 6 électrons, radical à 7 électrons, ou carbanion, celui-ci a 8 électrons, mais il est négatif, donc il va vouloir se débarrasser de sa charge négative. Donc on peut penser à différentes voies pour faire cela. C'est relativement schématique ce que je vais vous présenter, mais on a une voie polaire par exemple, où donc un carbone enrichi en électrons, nucléophile, va réagir avec ce carbocation pour former le produit que l'on veut, avec évidemment un sous-produit qui est le sel ici. Ce sous-produit d'ailleurs peut vite devenir un problème et par exemple un déchet. On voit aussi que cette voie est gênée par les contre-ions ici qui peuvent ralentir la réactivité. Donc on peut faire le même type de chimie avec des précurseurs polarisés,
qui eux aussi, où il y aura ce gradient de densité électronique, on formera le même produit également, mais le problème du sous-produit se pose encore. Une autre voie, c'est la voie radicalaire, le carboradical. Ces espèces-là sont très réactives parce que justement, elles n'ont pas de contre-ion et elles n'ont que 7 électrons, donc elles vont chercher, elles aussi, elle est à 8. Et donc, on va pouvoir coupler ces deux radicaux pour former ce produit. Mais souvent, elles sont tellement réactives qu'on a aussi ces produits ici qui peuvent diminuer, on va dire, le rendement de votre synthèse. Donc, on peut additionner un radical sur une double liaison, piéger ce radical, ou laisser une deuxième addition, troisième addition, quatrième addition, et dans ce cas-là, on va faire de la polymérisation. Et puis, une chose dont on va parler un petit peu plus tard, c'est qu'un radical s'additionne très facilement sur un métal, avec une très très bonne cinétique. Le XXe siècle a vu exploser le nombre de réactions, et je ne rentrerai pas dans le détail. On a différents types de réactions d'addition sur des alcynes, des alcènes et des alcynes, des réactions de cycloaddition qui vont permettre de faire plusieurs liaisons carbone-carbone en une seule opération, par un mouvement concerté d'électrons, que ce soit des 4+2, des 2+2 ou des 2+1, des réarrangements, des réactions de métathèse. La plupart de ces réactions, en fait, généralement, quand vous allez mettre les réactifs en place, vont nécessiter une activation. Alors, cette activation est souvent thermique, et donc ça veut dire qu'en fait, on va avoir, par exemple, si vous imaginez une transformation A plus B qui donne C en une seule étape, vous allez partir de cet état de départ, et vous allez avoir un chemin réactionnel qui va vous donner le produit, et qui transite par un état de transition. Et cet état de transition correspond à un état où globalement des liaisons sur les produits de départ se défont et des nouvelles se font pour créer le produit d'arrivée. Et globalement, cette énergie d'activation, vous allez vouloir qu'elle soit la plus basse possible pour avoir des conditions douces de réaction. Une bonne façon de le faire, c'est d'utiliser un catalyseur, c'est ce qu'on voit ici. Vous allez probablement changer le schéma réactionnel, mais globalement, votre énergie d'activation va être baissée. Alors, une question que vous pouvez vous poser, c'est où est-ce qu'on fait de la chimie? En fait, on peut en faire dans son garage, mais ce n'est pas très conseillé en termes de sécurité, et mieux vaut être sous une hotte aspirante, ici, comme à l'IPCM, où on voit typiquement une installation classique avec un agitateur magnétique, un petit ballon et une atmosphère inerte, une colonne chromato. Et puis, à l'autre extrême, vous avez le centre industriel, le complexe industriel, comme ce site BASF à Ludwigshafen, une région que notre administrateur connaît bien, et qui est donc un site de 10 km², le plus grand complexe industriel du monde, et qui représente à lui seul 4% de la consommation annuelle allemande de gaz. Donc, illustrant tout le poids de l'industrie chimique en termes aussi d'énergie, et donc d'où l'idée aussi d'abaisser l'énergie d'activation des réactions. Autre point, une fois qu'une réaction chimique est faite, il faut analyser les produits qui sont engendrés, et donc généralement on va partir d'un brut réactionnel, on va utiliser des techniques séparatives, cristallisation, distillation, chromatographie, et puis on va obtenir un produit pur qu'on va caractériser. Et généralement, cette caractérisation va se faire par l'interaction de la molécule avec le spectre électromagnétique. Et on va avoir des spectroscopies d'absorption directe, UV visible ou infrarouge, qui vont permettre de déterminer les groupements fonctionnels. La RMN, elle, qui est la même chose que globalement l'IRM médical, va permettre de donner les connexions entre les atomes. Et puis, si vous avez un solide cristallin, vous pouvez faire une diffraction rayon X, vous aurez une bonne idée du squelette. La spectrométrie de masse, elle, vous permettra de confirmer vos masses moléculaires. Autre point important, un certain nombre des molécules que l'on fait peuvent être dissymétriques et avoir cette propriété très intéressante qui est la chiralité. Alors la chiralité, c'est quand un objet sera chiral, c'est quand il n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. Et donc l'exemple classique, ce sont les deux mains qui sont images l'une de l'autre dans un miroir, mais effectivement que vous ne pouvez pas superposer ou essayer de mettre un gant gauche sur une main droite, c'est compliqué. Et donc, en chimie, vos deux images miroirs vont avoir un nom. Elles s'appellent des formes énantiomères. Et énantiomères, comme par exemple ces deux tartrates que Pasteur avait pu isoler à partir des cristaux. Ici, en fait, il a pris un microscope, une pince à épiler, et il a vu qu'il y avait deux populations de cristaux avec ces deux facettes ici symétriques. Une fois qu'il a séparé les deux populations, il a aussi montré qu'en fait, chacune avait une rotation de la lumière polarisée inversée, et donc c'est une découverte majeure, que ce soit pour la chimie, la biologie et la physique. Alors c'est peut-être ce qui a inspiré aussi Dali dans son théâtre-musée à Figueras,
où si vous allez dans ce musée, vous verrez qu'il a dessiné une molécule, mis un miroir dans la vitrine, ce qui permet de voir les deux images miroirs de cette molécule un peu farfelue. Alors cette chiralité, elle a beaucoup de conséquences pour l'interaction avec le vivant. Alors ça peut être de façon assez légère, des perceptions d'odeur, comme cette carbone qui va plutôt suggérer une odeur de cumin et l'autre énantiomère, la menthe, mais ça peut avoir aussi des conséquences beaucoup plus graves, avec par exemple cet exemple du thalidomide, qui a été un médicament qui a été prescrit dans les années 50-60, et l'un de ces énantiomères avait l'effet escompté, en fait il était prescrit aux femmes en début de grossesse, et pour les soulager de la nausée. Et donc l'un a l'effet escompté, mais l'autre s'est révélé extrêmement tératogène et dangereux, avec beaucoup de fausses couches. Et donc depuis lors, l'industrie pharmaceutique est extrêmement vigilante à tester les deux énantiomères d'un principe actif, et aussi à généralement n'en prescrire qu'un. Il y a donc un fort besoin de séparation chirale ou de synthèse asymétrique, ce qui a été, en fait, le Collège de France, avec la chaire d'Alain Aurault, a été très présente dans ce domaine, avec de nombreux chimistes qui ont été célèbres, dont Henri Kagan, qui a été un des pionniers de la catalyse asymétrique. Alors parlons un petit peu de chimie verte. En fait, le XXe siècle, il y a eu un certain nombre d'événements. Il y a eu la publication du livre de Rachel Carson, Le printemps silencieux. Puis il y a des catastrophes chimiques, Seveso en 1976, Bhopal en 1984, qui ont vraiment fait prendre conscience que l'industrie chimique pouvait être nuisible pour l'environnement et pour les populations. D'où ce manifeste de deux chimistes américains, Anastas et Warner, de la US Environmental Protection Agency, qui ont donné des guidelines pour faire de la chimie. Alors, je ne vais pas les énumérer toutes, il y a 12 principes, mais on peut les catégoriser selon trois, on va dire, thèmes. Le premier, c'est la prévention dans les réactifs qu'on utilise, les solvants, et également contrôle des procédés en analyse directe. Le deuxième, c'est des considérations environnementales, limiter la pollution à tous les stades, utiliser des ressources renouvelables et faire des produits biodégradables. Et puis il y a aussi deux mots d'ordre chimiques qui sont en fait, le premier, c'est utiliser la catalyse justement pour réduire l'empreinte énergétique, et le second, c'est le principe d'économie d'atomes, qui est en fait la même chose que la conservation de Lavoisier, mais version verte, c'est-à-dire que puisque tous vos atomes du départ se retrouvent à l'arrivée, autant qu'ils soient tous au maximum dans votre produit souhaité. Alors il se trouve que la communauté avait anticipé ces recommandations, et les années 2000 ont vu une moisson de prix Nobel liés à la chimie verte, avec la catalyse asymétrique en 2001, la métathèse en 2005 avec Yves Chauvin, le couplage palado-croisé en 2010, l'évolution dirigée des enzymes par Francis Arnold en 2018 qui ouvre une nouvelle biocatalyse, l'organocatalyse asymétrique qui elle dispense de l'utilisation de métaux, et puis aussi la catalyse de la chimie clique qui permet de fonctionnaliser des biomolécules et des matériaux. Et donc, on peut aussi penser aux machines moléculaires de Jean-Pierre Sauvage, Stoddart et Feringas, puisque cette thématique propose également des nouveaux mécanismes de catalyse. Alors aujourd'hui, on en est à une situation où le tableau périodique a un petit peu changé. On a toujours un code couleur, mais comme vous le voyez, les cases ont changé. Et les couleurs ici veulent dire un certain nombre de choses. Donc vert, les ressources sont abondantes. Jaune, à un moment ou un autre, il y aura un problème d'approvisionnement, et quand vous rentrez dans le orange ou dans le rouge, vous êtes dans une situation où ça va être de plus en plus compliqué. Noir mentionne d'autre part le fait qu'il y a des problèmes géopolitiques. Ce tableau date de 2021, avant le conflit en Ukraine, donc vous imaginez que la situation s'est encore complexifiée sur certaines choses. Et pourtant, on est dans une situation où globalement, l'espace chimique a été à peine exploré. Cet espace chimique, on peut le calculer de plusieurs façons, mais globalement, l'idée, c'est qu'on va partir d'un jeu d'atomes avec des contraintes et on va calculer le nombre de molécules possibles, molécules viables. Et donc, un tel calcul a été fait par Jean-Louis Raymond en fixant 17 atomes de carbone, azote, oxygène, soufre et halogène, et il a estimé le nombre de 166 milliards de molécules possibles. À cette époque, en 2015, il n'y avait que 100 millions de molécules organiques qui avaient été synthétisées. Donc vous voyez que déjà, sur un espace limité, on a très très peu exploré l'espace chimique potentiel. D'autre part, si on regarde les molécules actuelles qui sont utilisées, notamment en chimie médicinale, il y a très peu de diversité.
Tout simplement parce que la plupart du temps, leur synthèse a reposé sur le même jeu de réactions, notamment la manipulation d'amines et le couplage palado-catalysé de Suzuki-Miura. Et globalement, ces molécules ont toutes un peu les mêmes formes et sont souvent plates. D'où ce mot d'ordre d'échapper du plat pays moléculaire et donc d'introduire des carbones sp3, tétraédriques comme je vous l'ai dit, et de la chiralité et de la complexité. Et ce terme a été repris récemment aussi par l'industrie pharmaceutique, par cet article des chimistes de Merck en 2019 dans Science, qui disent qu'il faudrait qu'on arrive à ne plus être contraint par la synthèse pour explorer l'espace chimique, ou cet article dans Chemical Engineering News en 2023, qui dit que finalement les traitements biologiques restent coûteux et pas si simples que cela à appliquer, que par ailleurs, des nouvelles molécules proposent des mécanismes intéressants comme les protax ou les molecular glues. Et donc en 2019, 80% des molécules vendues restent des petites molécules. Donc on est dans un contexte où on a besoin d'innover fortement, on a besoin aussi d'explorer, mais on a des contraintes d'approvisionnement et contraintes évidemment cahier des charges de la chimie verte. Et donc souvent les contraintes forcent à l'innovation, en tout cas c'est ce que suggère cet article dans le Harvard Business Review. Et globalement, c'est vrai que depuis le début du XXIe siècle, il y a un effort important pour rendre les procédés plus durables en chimie organique. Et une chimie qui s'est particulièrement adaptée, c'est la chimie radicalaire, et c'est celle qui va faire l'objet de mes cours cette année. Et donc, je vais vous parler un petit peu de cette évolution de la chimie radicalaire. Chimie radicalaire, on peut situer sa naissance en 1900 avec l'expérience de Gomberg, qui va prendre ce chlorure de triphénylméthane et former le premier radical organique stable, c'est-à-dire qu'on peut isoler dans un ballon et exposer à plein de conditions différentes. Cet article est évidemment pionnier. Gomberg a une drôle de façon de conduire son article, puisqu'il dit « This work will be continued and I wish to reserve the field for myself », ce qui est vraiment une drôle de leçon, mais ce qui va évidemment échouer, puisque beaucoup de gens vont faire de la chimie radicalaire. À noter que ce radical est totalement inintéressant, puisqu'il n'est pas réactif. Ce qui est intéressant, c'est des radicaux réactifs. Et donc, le premier exemple de réactivité radicalaire, c'est par Karash en 1933. Si vous regardez les produits de départ, ici, vous avez deux molécules, vous avez le même produit de départ, le propène et l'acide bromhydrique. Et l'un va vous donner ce produit d'addition, le produit dit Markovnikov, et en condition de Karash, vous allez avoir l'autre produit, c'est-à-dire ce régioisomère où vous avez inversé les positions d'addition des deux atomes. Et c'est dû uniquement à l'addition de ce peroxyde. Dans un cas, vous passez par le carbocation qu'on a déjà vu, ou le radical. Dans les années 40, la Seconde Guerre mondiale va en fait voir la naissance de la polymérisation radicalaire, due au fait que tout le sud-est asiatique est occupé par les troupes japonaises, et donc l'approvisionnement en caoutchouc s'est révélé compliqué. Et donc, c'est un bon exemple aussi d'innovation sous contrainte. La RPE est née à peu près à la même époque. Et puis, dans les années 60-80, le début de la synthèse organique radicalaire va vraiment voir le jour, notamment avec les travaux de Marc Julia à l'ENS. Alors, quand j'ai débuté ma carrière à l'UPMC, je suis arrivé dans un laboratoire, celui de Max Malacrea, qui s'intéressait beaucoup à la chimie radicalaire, notamment aux cascades radicalaires. Alors, une cascade radicalaire, le principe est le suivant, c'est d'avoir un maximum d'étapes élémentaires en une seule réaction. Donc, typiquement, voici un précurseur que l'on peut faire en grosse quantité. Les conditions réactionnelles qui promeut une réaction radicalaire, et on arrive à ce composé ici tétracyclique. Donc, ici, il n'y a pas de cycle. Ici, vous formez 4 cycles, et puis lui-même qui est un précurseur de produits naturels. Si on regarde de plus près le bilan, vous avez 10 étapes élémentaires. Vous avez formé 5 liaisons carbone-carbone, 4 stands sérogènes, donc globalement c'est quelque chose qui marche assez bien. Le mécanisme est le suivant, je ne vais pas le commenter en détail, mais voici quelques étapes. Ce qui est important, c'est qu'en fait, comment ça commence? Vous allez engendrer un radical ici qui va arracher cet atome de brome suite à une initiation, donc ce radical stanyl. Et donc une fois que vous avez engendré ce radical ici, il va s'additionner plusieurs fois sur des insaturations, plusieurs cyclisations. Et puis globalement, la dernière étape, c'est cette bêta-élimination qui vous donne ce radical sulfonyle qui va être hydrogéné, et vous réengendrez ce radical stanyl. Donc en fait, vous voyez qu'ici ça tourne, vous avez une réaction dite en chaîne. Et c'est ce qui permet d'avoir une certaine efficacité. Je voulais dire quelque chose d'autre, mais je ne sais plus. Mais par contre, si on la regarde d'un point de vue chimie verte, vous avez clairement quelques limitations. Limitations parce que globalement, c'est difficile de monter en échelle sur de telles réactions, vous êtes dans un milieu dilué.
Par ailleurs, vous êtes dans des conditions thermiques. Et puis, le problème, c'est que l'hydrure d'étain n'est pas particulièrement un réactif sympathique. Il est quand même assez toxique. Donc, on s'est d'abord tourné vers d'autres médiateurs, et notamment les boranes. Alors, pour avoir un bon médiateur de chimie radicalaire, il vous faut quelque chose qui va être à la fois donneur d'hydrogène, mais aussi dont le radical qui est issu va être un bon propagateur de chaîne radicalaire. Le borane est un très mauvais donneur d'hydrogène, mais dès que vous le complexez avec un carbène, la liaison BH va diminuer, et maintenant vous obtenez un réactif qui peut faire de la chimie radicalaire. Il se trouve aussi que le radical boryle est relativement stable et peut propager une chaîne radicalaire. Malgré tout, les cinétiques sont assez lentes et ce n'était pas très viable, et on reste sur des réactions stoichiométriques. Par contre, ces composés peuvent être très intéressants dans d'autres contextes, et notamment pour la réduction de métaux oxydés, pour former des nanoparticules métalliques. Dans ce cas-là, le réactif ici a un double rôle. Il est à la fois réducteur et délivreur de carbène, qui va être le ligand qui va donc stabiliser ces nanoparticules. Et donc, c'est issu d'une collaboration avec mes collègues du LCMCP, l'équipe de François Ribaud et Corinne Chanéac, et aussi Dimitri Percier pour l'XPS. Néanmoins, on voulait toujours continuer sur la chimie radicalaire, et notamment une autre façon de le faire, c'est tout simplement de penser à l'oxydoréduction. L'oxydoréduction, on l'apprend au lycée, et donc si vous oxydez une fonction riche en électrons, potentiellement vous pouvez avoir un radical. Si vous réduisez une fonction déficiente en électrons, vous pouvez aussi avoir un radical. Et notamment, ces dérivés ici, pentafluorosilicate, avaient un intérêt particulier pour nous. Alors, juste simple modification, le silicium est juste en dessous du carbone. Je vous ai dit que le carbone est tétravalent, mais le silicium, lui, peut être pentavalent ou hexavalent. Ces composés-là, en fait, sont facilement oxydables avec du chlorure de cuivre, et on peut obtenir ce dérivé chloré. En fait, un équivalent du cuivre formé le radical, le deuxième délivre le cuivre. Le caractère radicalaire a pu être établi par RPE, parce qu'on peut piéger ces radicaux. Très belle chimie, donc par ce groupe japonais de Kyoto. Le problème, c'est que ces réactifs ne sont pas très faciles à manipuler, et donc on a pu développer les trifluoroborates à la place, qui eux sont beaucoup plus solubles notamment, et qui donnent en fait souvent des performances supérieures, et donc qui ont été notamment beaucoup repris, et dont on va voir encore quelques applications. Alors juste peut-être une petite pause, je voudrais quand même remercier aussi mes deux mentors, parce qu'en fait on est quand même toujours fortement, là aussi, imprégné par les personnes avec qui on a travaillé. Donc, mon directeur de thèse, donc Scott Siebert, qui m'a vraiment donné la passion, la recherche, et avec qui j'ai découvert la chimie des organosilylés. Et Max Malacria, avec qui j'ai commencé toute ma carrière, et qui m'a initié à la chimie radicalaire, m'a permis de me propager aussi dans le monde académique français. Et donc, chacun dans leur style, je leur dois beaucoup. Donc, toujours dans le redox, une autre façon d'activer nos systèmes était probablement l'activation photochimique, parce qu'en fait, on peut faire des transferts électroniques avec de la photochimie. Je commencerai l'histoire de la photochimie, même s'il y avait probablement des précédents, par cet article par Xamissian, un chimiste italien. Et réellement, je recommande la lecture de ce papier dans Science de 1912. Que vous soyez chimiste ou pas, scientifique ou pas, c'est un papier passionnant. Xamissian a cette intuition incroyable qu'on va avoir un problème avec les énergies fossiles. À l'époque, c'était le charbon. Il va falloir trouver d'autres modes d'énergie. Il parle de l'énergie atomique, il parle de l'énergie des marées et aussi donc, de la photochimie, qui peut être une source d'énergie pour faire la production chimique. On le voit ici sur son toit à Bologne, où il y a des fioles où se déroulent des réactions chimiques. Alors, il se trouve que au Collège de France, il y a aussi eu un moment où il y avait des fioles sur les toits, quand Charles Dufraisse faisait de la photooxydation, et c'est Jean-Jacques qui raconte ça dans un reportage du CNRS qu'on peut trouver en ligne. Donc c'est vrai que cette photochimie permet de faire beaucoup de choses, elle permet notamment de faire des transformations chimiques assez insolites, comme des cycloadditions 2+2 ici. Donc par exemple, on peut faire ces polycyclobutanes qu'on va retrouver dans des molécules, c'est l'adérane phospholipides, qui sont en fait des membranes de bactéries anamox. Et puis elle permet aussi de peroxyder cette position après photocatalyse ici, et d'avoir ce précurseur de l'artémisine, qui est un des médicaments antipaludéens extrêmement prescrits. C'est un procédé industriel qui a été donc mis en industrie par Sanofi avec le soutien de la fondation Bill Gates. Et puis on peut faire aussi de la chimie radicalaire, et donc c'est là où je veux en venir. Et donc on peut citer ces travaux du groupe rémois de Janine Cossy et Jean-Pierre Pett, qui a travaillé sur ces photo-induced electron transfer,
où globalement, en irradiant à l'UV, on va pouvoir avoir un transfert électronique de cette triéthylamine sur ce carbonyle, puis une cyclisation radicalaire. On a délivrance d'un hydrogène et d'un proton pour obtenir ce produit. Donc c'est une chimie globalement très verte. Le seul problème, c'est qu'on irradie à 254 nanomètres, ce qui est quand même assez énergétique, que ça nécessite donc une verrerie spéciale, généralement du quartz, et que ce n'est pas compatible avec toutes les fonctions. D'où l'idée d'aller vers une photocatalyse, quelque chose qui prendrait l'énergie du visible. Donc le principe d'un photocatalyseur va être le suivant. On va avoir un composé qui va pouvoir être photoexcité, donc voici son état fondamental singulé, absorption d'un photon qu'il promeut donc dans un état singulé supérieur. Alors j'omets les états vibrationnels. Et puis cet état singulé a plusieurs façons d'évoluer. Il peut se désexciter par émission de chaleur, ou par fluorescence, ou transiter vers un état triplé, qui généralement va être plus stable. Lui-même peut phosphorescer. Mais on n'a pas de chimie. Par contre, ce qui est important, c'est que chacun de ces états ici est propice pour faire de la chimie. Il peut faire du transfert électronique ou du transfert d'énergie, que ce soit à l'état singulé ou triplé. Et c'est donc là qu'on convertit l'énergie lumineuse en énergie chimique. Et donc un bon exemple de cela, c'est le ruthénium BP, donc ce photocatalyseur ici, qui est un peu la Rolls-Royce des photocatalyseurs, qui absorbe à 450 nanomètres, donc beaucoup moins énergétique. Et donc on va partir de cet état fondamental où ici vous avez les électrons sur ces orbitales centrés sur le métal, et puis on va l'exciter. Et donc on passe par l'état singulé qui est, on va dire, qui est fugace, et arrivé vers cet état triplé, ici on a un électron qui a bougé, et donc globalement un électron du métal ici a bougé vers le ligand, et donc on a un centre à la fois avide d'électrons et ici, au contraire, plutôt donneur d'électrons. Et donc c'est exactement ce qui se passe. On a maintenant les potentiels sont eux beaucoup plus importants. Votre photocatalyseur est à la fois plus réducteur dans l'état excité et oxydant que dans l'état fondamental. Et c'est ça toute on va dire même la beauté de la photocatalyse, c'est que vous exacerbez les propriétés d'oxydoréduction. Donc c'est une chimie qui était bien connue dans la communauté inorganique, notamment pour le water splitting, mais qui avait assez peu on va dire, envahi la sphère organique, si je puis dire. Il y avait quelques rapports, quelques papiers dans les années 90, notamment par Alain de Ronzier à Grenoble. Et puis, en 2008, Macmillan et Nisevitz publient un article où ils combinent la photocatalyse avec l'organocatalyse pour arriver à ces produits énantiaux enrichis, donc pratiquement sous la forme d'un seul énantiomère. Donc vraiment une découverte importante qui va susciter un engouement, ou du moins où on va reprendre conscience de l'importance de cette photocatalyse. Dans notre cas, ce qui nous intéressait, nous, c'était d'engendrer des radicaux particulièrement peu stabilisés, des radicaux alkyles, donc pour faire des carbones sp3. Et nous avons donc introduit ces réactifs qui sont les bis-catécholatosilicates, qui sont facilement synthétisés à partir d'un tritoxysilane et d'un catéchol, et surtout qui ont cette propriété très intéressante d'être particulièrement faciles à oxyder, puisque leur potentiel est inférieur à 1 volt. Et donc, mis en présence de photocatalyseurs dits classiques, que ce soit métallique ou organique, on peut engendrer un radical qui va faire une addition conjuguée ici, ou qui va être, le radical primaire ici va être piégé par du monoxyde de carbone, et puis le radical résultant va s'additionner une deuxième fois, et donc on va faire de nombreuses transformations. Alors si on revient maintenant, si on regarde plus précisément le mécanisme de ce genre de transformation, dans le cas d'une réaction d'allylation, on va partir en fait donc du photocatalyseur d'iridium 3, qui marche comme le ruthénium BP. On va le photoexciter, il va acquérir un état excité très oxydant, qui va pouvoir oxyder notre silicate ici, qui lui, dont son potentiel est inférieur. Et donc on a un échange électronique. Donc notre iridium 3 devient iridium 2, et on va former le radical. Ce radical s'additionne sur cette double liaison, puis on a l'élimination du radical ici sulfonyle. Ce radical sulfonyle, on a déjà vu cette bêta-élimination tout à l'heure, ce radical sulfonyle, lui, va prendre un électron à l'iridium 2, et donc on réengendre notre photocatalyseur, et puis on forme cet anion. Donc tout marche bien. Juste une petite question, en fait, c'est pourquoi on forme si facilement ce radical. En fait, quand on a l'oxydation ici de l'anion, pour former ce radical transient, silylé, les calculs d'EFT par Étienne de Rat ont montré qu'on affaiblit cette liaison carbone-silicium très fortement par un facteur 4. Et c'est pour ça que ça fragmente si bien. Alors donc revenons sur le couplage croisé, Pallado-croisé, qui a donc obtenu le prix Nobel en 2010,
qui globalement est quand même issu des travaux pionniers de Victor Grignard et Paul Sabatier un siècle plus tôt, qui ont été les pères de la chimie organométallique et de la catalyse organométallique. Alors le principe de cette réaction, ça correspond un petit peu à la chimie polaire que je vous ai montré tout à l'heure. On a un nucléophile, un électrophile, mais on va mettre un catalyseur de palladium pour avoir ces produits de couplage croisé. Le mécanisme est le suivant. On part du palladium 0, on fait une addition oxydante, puis une transmétallation, palladium 2, et puis ensuite on a l'élimination réductrice, et on a donc le produit de couplage qui est obtenu. Malgré la robustesse de cette chimie, les conditions sont un petit peu parfois exigeantes, elles sont généralement thermiques et basiques. On a une diversité structurale qui est limitée, ça on en a déjà parlé, et on dépend du palladium, qui est un métal compliqué et parfois qui est même plus cher que l'or. D'où l'idée, peut-on faire des couplages autrement et qui pourraient aussi diversifier les molécules. Et donc, l'idée, ça a été de coupler ce cycle photocatalytique de formation de radicaux avec un cycle organométallique et de sortir du palladium. Donc, prendre des précurseurs de radicaux, des électrophiles, mettre un photocatalyseur de nickel et un photocatalyseur pour obtenir ces produits de couplage, dans ce cas-là, CsP3, CsP2. Et l'hypothèse mécanistique est la suivante. On a d'abord le cycle photoredox qui va engendrer le radical, ça on l'a déjà vu. Et maintenant, on va voir le cycle métallique, où on va d'abord commencer par une addition oxydante, comme pour le palladium. On passe par le nickel 2, mais au lieu d'avoir une transmétallation, ici on va avoir une addition radicalaire pour former un nickel 3, qui va faire une élimination réductrice pour former le produit de couplage. Et ce nickel 1 doit être réduit en nickel 0, ce qui tombe bien, puisque ici on a un électron en trop, et donc on va avoir un transfert d'électrons entre ces deux cycles. Alors, quelqu'un qui aurait mentionné ce type d'approche, on pouvait combiner deux cycles ensemble, un cycle qui engendre un radical de façon catalytique et l'utiliser dans un cycle organométallique, il y a une vingtaine d'années, personne ne l'aurait cru. Donc clairement, les choses évoluent, il y a du chemin qui est fait, donc l'innovation est, j'ai envie de dire, est galopante. On a pu valider mécanistiquement cette approche avec les silicates, en collaboration notamment avec l'équipe de Laurence Grimaud. Et effectivement, les silicates sont eux aussi des très bons partenaires de ce genre de couplage, permettant de travailler dans des conditions très douces, à température ambiante, sans base, et pour former différents types de produits de couplage. Alors les chimistes organiciens aiment bien montrer des exemples de ce qu'ils font, juste pour montrer l'étendue de la réaction. Mais voilà, donc on peut avoir des aromatiques riches, pauvres, avec un bord dessus, différents groupements alkyles. On peut aussi faire de la vinylation, on peut faire de l'introduction d'un groupement de façon stéréo sélective. Un autre métal qui lui aussi se prête bien à la chimie radicalaire, et ce n'était pas forcément attendu, surtout que globalement, l'histoire retient que l'alchimie, ça lui a toujours cherché à plutôt avoir de l'or au fond de ses ballons, mais pas utiliser l'or pour faire de la chimie. Et globalement, cette chimie de l'or est née dans les années 60, d'abord avec la catalyse hétérogène, puis la catalyse homogène plus récemment. Et l'or est un atome particulièrement intéressant parce qu'en fait, il est lourd, son numéro atomique est de 79, et il est fortement soumis aux effets relativistiques, c'est-à-dire qu'en fait, ces électrons ont une vitesse qui se rapproche de la vitesse de la lumière, ils deviennent lourds, et donc on a une forte contraction radiale pour l'or, qui est la plus forte de tous les éléments, plus que le platine et plus que le mercure qui s'en rapprochent. Cela va avoir des conséquences orbitalaires. On va avoir des orbitales d ici qui vont être plus diffuses, et on va avoir aussi une contraction des orbitales 6s et 6p. Donc globalement, on va former un système hybride ici fortement centré sur l'orbital 6s. Et ce rapprochement de ces deux orbitales a une conséquence, c'est la couleur si particulière de l'or. En termes de chimie, on va travailler avec de l'or oxydé, c'est-à-dire qu'on va donc supprimer le dernier électron ici, et globalement, on va avoir une similitude entre un or cationique et un proton. Et les deux vont être très électrophiles, et il se trouve qu'au niveau énergétique, cet or cationique va être un excellent piacide des systèmes pi, qui, je vous ai dit, sont riches en électrons, et notamment des alcynes. Donc voici un exemple d'activation d'un alcyne, ce propine, sur lequel on peut additionner deux molécules de méthanol, le nucléophile. Et d'une façon générale, le schéma est le suivant. On va avoir une activation électrophile de notre alcyne, une attaque d'un nucléophile, et puis, dans ce cas-là, proto-déération. Mais en fait, quand on regarde bien, cette réaction est frustrante, puisqu'en fait, on a un intermédiaire ici, si je puis dire, qui vaut de l'or, c'est-à-dire qu'on pourrait l'utiliser pour faire autre chose. Et donc, aller plus loin.
Et donc, pourquoi pas l'engager aussi dans une réaction de couplage et faire une addition oxydante, passer par un OR3, puis une élimination réductrice pour donner un produit de couplage. Alors, c'est envisageable, mais c'est un petit peu compliqué. C'est compliqué parce que l'or est différent du palladium. Déjà, d'un point de vue thermodynamique, les couples sont... Le passage OR1, OR3 est plus compliqué que pour le palladium. Et ensuite, la coordination de l'OR3 doit être anticipée, donc c'est un petit peu plus compliqué. On peut néanmoins utiliser la photocatalyse et former des radicaux, et additionner ces radicaux sur un intermédiaire d'or. Dans ce cas-là, comme on doit passer de l'OR1 à l'OR3, ça veut dire qu'ici, on va avoir un don d'électrons dans ce cycle photoredox, et donc on va avoir réduction, et non plus oxydation. Et c'est effectivement ce qui se passe, on va pouvoir réduire des diazoniums pour former un radical, et donc ce radical, lui, s'additionne sur l'OR1, et ainsi de suite. C'est une chimie qui marche, mais donc qui va être limitée par l'utilisation de ces réactifs, et donc qui a pu être exemplifiée par un certain nombre de laboratoires. Mais on s'est dit que c'était peut-être plus intéressant d'utiliser ces complexes, cette photocatalyse à l'or pour une autre application. Comme je vous l'ai dit au départ, un état triplé peut faire du transfert électronique, mais il peut aussi faire du transfert d'énergie. Et donc, on pourrait imaginer d'abord photoexciter notre photocatalyseur, et puis qu'il fasse un transfert d'énergie, par exemple, sur un intermédiaire d'organo OR1. Et donc, c'est ce qui se passe ici avec ces benzofuranes, puisqu'en fait, l'énergie de l'état triplé ici est supérieure à celle du vinyle or, et on a un transfert d'énergie, donc collisionnel, qui fait que lui, excité, va transférer réellement son énergie à celui-là. Donc ça a pu être démontré par des expériences nombreuses de luminescence, notamment de l'absorption de transitoire, donc dans le labo de Ludovic Julien et ses collègues Thomas Lesault et Agathe Espagne. Et globalement, on voit ici le quenching de la luminescence de l'état triplé de l'iridium avec l'addition de vinyle or, montrant qu'il y a bien une interaction entre les deux. Et puis, une fois qu'on est à cet état triplé, l'histoire n'est pas finie, puisque globalement, il va réagir avec un alcyne, et il va lui aussi transférer son énergie sur cet alcyne et le couder. Je vous ai dit que c'était linéaire, mais là, il va le couder. Et ce coudage de l'alcyne correspond presque à une réactivité diradicalaire. Donc ce diradical va s'additionner sur l'or, puis on va faire une élimination réductrice, et donc globalement, on va conduire à ces produits de couplage. Cette réaction est globalement assez générale, donc voici, ça c'est la vraie réaction. Dans le cas d'un azote, d'ailleurs, on n'a même plus besoin de photocatalyseur. Vous voyez, les flèches ici se sont un petit peu allégées, parce qu'en fait, l'anion qui est engendré in situ va lui-même avoir des propriétés de photocatalyseur. C'est un agrégat photoactif, et là aussi, on a une étude mécanistique assez poussée. Alors évidemment, vous pouvez dire, oui, mais là, on revient sur des molécules plates, ce qui est vrai. Mais on est évidemment en train de travailler sur un série alkyle et donc d'introduire des choses un petit peu plus complexes. Et puis évidemment, c'est aussi l'occasion maintenant d'investiguer d'autres types d'activation complètement, je vais dire, non conventionnelles, en tout cas pas forcément anticipées. Et l'équipe de Michael Tatoulian et Stéphanie Ognier à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes est spécialiste et pionnière de la génération de radicaux dans des systèmes microfluidiques. Donc de plasma, donc par une décharge électrique. Alors voici le montage, hein, c'est un serpentin comme ça qui fait 1 mètre de long avec des canaux extrêmement petits, on voit ici quelques centaines de micromètres, et donc on a un canal principal où circule le gaz, et ici 2 rampes où vont pouvoir circuler le liquide, et les réactions vont se faire à cette interface liquide-gaz sous tension, et donc on va pouvoir engendrer des plasmas d'oxygène qui vont être oxydatifs et faire de la fonctionnalisation CH, pour oxyder le cyclohexane, ici en ce mélange cyclohexanol, cyclohexanone. On peut aussi faire de l'amination et par exemple engendrer l'aniline, qui est une molécule de base de la chimie organique. Alors évidemment, c'est sur des choses, c'est microfluidique, mais évidemment on peut imaginer une intensification de toutes ces réactions, tous ces procédés, et donc ça ouvre vraiment des perspectives intéressantes. Alors pour terminer, j'ai envie de vous dire, quittons un petit peu les radicaux, oublions aussi même la synthèse, et partons du principe qu'on a peut-être fait aussi beaucoup de matières organiques dont le cycle de vie n'a pas été complètement anticipé. Un simple chiffre, en 2017, 9%, seuls 9% des plastiques ont été recyclés. Recyclés voulant dire retransformés en quelque chose vraiment d'utilisable pour faire de la chimie. Le reste est incinéré ou enterré. Donc on peut réellement se dire qu'on aurait certainement besoin de s'occuper de tous ces déchets. Et je suis tombé sur cette phrase de Romain Gary, le paradoxe de la science est qu'il n'y a qu'une réponse à ses méfaits, à ses périls, encore plus de science.
Et évidemment, comment ne pas la transposer à la chimie, et pourquoi pas parler de chimie même réparatrice. Et donc, il y a de la dépolymérisation, déjà beaucoup de gens travaillent là-dessus, mais voici quelques contributions très récentes. Cette dépolymérisation du nylon, pour donner le caprolactam, le monomère de base, par une catalyse à l'yttrium. Ça, c'est par Tobin Marx. Le laboratoire de Trollskridstrup au Danemark, lui, s'intéresse à la dépolymérisation des résines époxy par une catalyse au ruthénium qui permet de retrouver à la fois les fibres et le monomère, le bisphénol A. Et donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Les pales d'éoliennes à l'instant T sont principalement elles-mêmes aussi ensevelies. Et puis, il y a de la dépollution. Claude Grison qui va utiliser des plantes pour absorber les métaux et en faire des photocatalyseurs. Francis Arnold vient de publier une enzyme qui permet d'oxyder les silicones, qui sont eux aussi persistants dans l'environnement. Et puis vous entendez beaucoup parler des PFAS, où il y a certainement des choses à faire. Donc clairement, le chantier est vaste. On bénéficie de nouvelles technologies, l'automatisation des procédés. Les robots vont rentrer dans les laboratoires, vont multiplier les données traitées par l'IA probablement, en espérant qu'elle reste aussi toujours dans un cadre éthique, et c'est potentiellement un vrai problème. Et pour aussi presque terminer, donc, mon programme d'enseignement pour ces années qui viennent seront évidemment basés déjà sur ce que je vous ai raconté, et puis aussi un sondage auprès d'un certain nombre de collègues académiques et industriels sur des thèmes intéressants, émergents, qui, je pense, se retrouveront donc dans mes cours et en fidélité avec la devise du Collège de France, enseigner la recherche en train de se faire. Donc j'aimerais maintenant remercier un certain nombre de personnes. Tout d'abord, je suis particulièrement sensible à tous les amis et collègues, à vous tous qui êtes venus ce soir. Certains sont venus de très loin, la famille aussi, donc ça me fait extrêmement plaisir. Je voudrais donc remercier ma famille avec une pensée particulière aussi à ceux qui auraient beaucoup voulu être là ce soir. Et puis ma cellule familiale plus proche, mon épouse Hélène, sans qui je pense que je n'aurais pas fait de thèse, et aussi pour sa force tranquille. Et puis mes enfants Claire, Gabriel et Thomas pour leur grande imagination à me distraire de la chimie. Et puis je pense aussi à tous mes enseignants, éducateurs passionnés que j'ai pu croiser, ou encore récemment des collègues avec qui on ne collabore pas forcément, mais qui ont des messages particulièrement parfois guidants, et pas forcément sur le moment, mais on se rappelle de leurs propos, puis on se dit « Ah mais oui, c'est pourtant vrai ». Évidemment, je remercie tous mes collaborateurs. Alors, je n'ai pas mis de photos, j'ai mis une liste qui est longue, et je suis désolé, je suis sûr qu'il me manque des personnes, mais évidemment, il y a les collaborateurs. Alors, je remercie aussi, mais d'abord mes tutelles, l'UPMC, devenu Sorbonne Université, et le CNRS, bien sûr. J'ai commencé ma carrière au CNRS. Et puis mon laboratoire, l'Institut parisien de chimie moléculaire, aussi à travers ses plateformes techniques et administratives, ses directrices et directeurs. Et puis évidemment mes collègues de l'équipe COS et MACO, avec qui on a partagé de nombreuses aventures chimiques et humaines, et puis aussi tous les collègues dans différents instituts de par le monde, avec qui j'ai exploré des nouveaux champs d'investigation, et puis les étudiants, stagiaires, master, thésards, postdocs, c'est la jeunesse. C'est important, on aime transmettre et j'aime les voir. Et je voulais leur dire que je les remercie pour leur travail. On a un travail qui est assez physique, qui demande beaucoup d'applications laboratoire, parce que c'est très expérimental. Et je voulais aussi leur dire qu'ils peuvent toujours m'amener des beaux spectres RMN. J'aurai toujours beaucoup de plaisir à les voir. Et par ailleurs, je vous remercie de votre attention.